bonsoir. Tout d'abord, nous remercions la Cité de l'Architecture de nous inviter ce soir, à présenter notre travail. Nous remercions de ce fait Francis Rambert. Merci Francis. Alors avant de commencer notre présentation, nous voudrions remercier des personnalités de l'architecture qui ont cru en notre démarche et qui nous ont toujours soutenus. Donc on pense en particulier à Christian Ovette, qui nous a quittés, David Crass, Yves Guillaume, Richard Scoffier, Édouard François, François Roche, Duncan Lewis et Bloch. Alors on vous montre une photo de l'agence. Donc voilà où nous travaillons, à Nantes. Et ce soir, on ne serait pas là sans notre équipe de professionnels et amis. Donc je cite Solène Nico, Lia Wild, Julie Vellila, Mathilde Levoyer, Clément Robert et Victor Martial. Je vais passer la parole à Hervé maintenant sur l'introduction. Alors on va démarrer par une présentation de la démarche de l'agence avant de passer à 4 projets qu'on va détailler. L'agence, elle démarre en 2002 à Nantes. Mais au préalable, effectivement, Francis a déjà beaucoup dit de travail sur la matière, sur le contexte, sur le paysage. Puisqu'effectivement, on a été très influencé par une certaine architecture contextualiste des années 90. Donc on a cité François Roche, Duncan Lewis, Édouard François. On est effectivement dans ce courant-là. On a travaillé avec eux, chez eux, pour eux, avec eux. Et c'est vrai qu'après ce travail de recherche dans ces agences, on est donc parti, comme l'a dit Francis, à la Villa Médicis en 98-99 pour travailler donc sur une recherche sur la matière qui nous tenait à cœur suite à ces approches-là en agence, et puis aussi à des lectures qu'on avait pu avoir au cours de nos années d'étudiants. Et ensuite, je pense notamment à Augustin Berck, qui nous a quand même pas mal marqué, notamment lors d'une venue en conférence à l'école de Rennes en 93. Ce travail donc s'est mûri à la Villa Médicis à Rome, dont on voit ici une photo à l'époque des fouilles en 99, pendant lequel on a fait plusieurs scénarios de recherche fictionnels. Ici, c'est une petite machine à habiter qui devait transmettre des images comme ça de chantier contemporain dans une Rome qui à l'époque était encore un peu sclérosée. Ça a beaucoup changé depuis. Mais l'essentiel de notre travail a été ces recherches sur les matières, dont vous voyez ici un prototype, à partir du constat que, pour reprendre des termes de Berck, que la modernité avait coupé l'homme de sa culture ambiante, et qu'une façon de relier l'homme à son contexte est de travailler par le biais de la matière. Et donc, de fil en aiguille, ce travail de la matière passe par un travail sur l'épiderme. L'épiderme étant considéré, enfin on le considère comme un point de liaison entre l'architecture et le paysage et le milieu. Et donc cette recherche sur le milieu ambiant, on l'a démarré donc déjà à la villa par l'intermédiaire de ces prototypes où on s'est inventé un univers un peu fictionnel à partir d'observations qu'on pouvait faire sur la ville de Rome. Donc voilà, ça a été l'objet d'un petit livre qu'on a ramené, Souvenir Collector, édité à 2000 exemplaires chez Diagonale. Massimo Riposati, grand éditeur italien, et également à l'époque de l'IFA, rue de Tournon, qu'on a eu la chance de rencontrer, et effectivement qui nous avait soutenus dans ce projet à l'époque. Et donc dans ce livre, on se pose des questions sur le contexte, sur le milieu ambiant. Qu'est-ce que ce contexte? Est-ce que c'est une forme de paysage? Est-ce que ici, pour ce petit collage, c'est la vache qui fait contexte et qui peut être rapportée sur une ferme? Voilà, des sortes de travail aussi de mimétisme entre l'environnement et l'architecture, et c'est des choses, effectivement, alors voilà, Francis a beaucoup résumé, l'écologie n'est pas forcément pour nous une fin en soi, mais un peu devenue une conséquence de ces approches, puisqu'on n'est pas du tout, effectivement, militant par rapport
par rapport à ces questions-là, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette liaison entre contexte, architecture, et donc, par ce biais-là, ce travail sur l'épiderme et donc la matière. Alors ça, c'est une photo qu'on aime bien montrer, notamment à nos étudiants à l'école d'architecture de Nantes, pour montrer que le travail sur la matière, sur la nature, sur l'artifice, n'est pas forcément un travail qui date que des années 90. Hein. Effectivement, il y a un courant, entre guillemets, lent d'architecture depuis les années 90 là, qui traverse, mais ça, c'est un vieux projet de Le Bernin, 1659. Palazzo Montecitorio de Rome, qui aujourd'hui abrite le Parlement italien. Ce qui est hyper intéressant dans cette image, dans cette photo, hein, c'est la matière artificielle qui semble avoir été creusée pour fabriquer une architecture. Et en même temps, le Bernin, dans ce projet, il nous montre des appuis, des linteaux rocailleux, qui semblent être des sortes de préalables à l'architecture, et joue avec nous du côté artificiel et naturel. Et ça, c'est des choses qui nous intéressent, parce que c'est vrai que c'est pas forcément une pratique hyper contemporaine, mais voilà, elle existe depuis déjà très très longtemps, ce rapport à l'épiderme et puis à l'environnement. Alors, nous avons eu donc la bourse de l'Envers des Villes, donc qui est une bourse qui était attribuée par le ministère des Affaires étrangères et la Caisse des dépôts. Et donc, nous sommes partis en Éthiopie pendant 2 mois. Et l'enjeu donc a été de faire un récit sur les bunabets. Donc, ce sont des endroits où on prend le café, et donc c'est un peu plus qu'un café. Souvent, c'est une salle avec parfois un restaurant, parfois un endroit où on se retrouve, une petite salle pas polyvalente, mais bon. Donc, en tous les cas, c'était d'observer là ces différentes ambiances, et puis et aussi le fait que Addis soit une ville rurale. Donc, composé de beaucoup d'eucalyptus. Donc, on souhaitait aussi voir cette ville rurale. Donc, également des photos sur les couleurs, les monomatières. Donc là, il s'agit d'un tejbet. Donc, c'est un endroit où les hommes se retrouvent pour boire de l'hydromel à Addis. Et ce qui est intéressant, c'est cette espèce de monochrome comme ça, de couleur vert pomme. Et donc, sur place, j'ai fait des dessins. Donc, souvent, je fais des aquarelles, des petites aquarelles. Elles font 5 par 5. Et ça me permet comme ça de vraiment bien me rappeler, comme une diapositive, quelque chose de très concentré. Qu'est-ce qu'il y a, comment c'est composé, et mettre vraiment juste l'ambiance, l'espace, et c'est tout. Donc, on retrouve à Addis ce talent qu'ils ont pour tailler les haies. Ce sont des maîtres du paysage, donc un grand savoir-faire. Donc, il pleut beaucoup, donc c'est aussi un climat qui favorise donc la poussée des plantes, et qui crée comme ça des espèces de sas, de mise en avant, où ce qui est intéressant, c'est qu'il propose des petites sculptures. Enfin, c'est un peu rigolo, c'est un petit peu... comment dire, c'est... Et après, donc on a fait un petit peu on est parti à l'extérieur d'Addis. Nous sommes allés donc sur les routes, et là on a vu cette architecture rurale vraiment dans l'Éthiopie, sur les hauts plateaux, et avec vraiment beaucoup une architecture de terre, une architecture très sommaire, hein, donc avec de la paille, et en même temps une espèce de finesse, d'élégance. Donc, qu'on a trouvé comme ça très, très esthétique, et on a pris pas mal dans ce voyage, beaucoup de photos, de souvenirs de la campagne en Éthiopie.
On va passer à peut-être de la recherche, mais on va dire concrète. C'est vrai qu'après, voilà, on vous a expliqué un peu notre démarche par rapport au milieu, au paysage. Là, on va vous présenter 4 projets qui sont voilà, peut-être les plus emblématiques de l'agence. Évidemment, il y en a d'autres. De toute façon, on ne peut pas forcément tout montrer. Sur ce projet que vous allez voir, c'est l'écomusée du Pays de Rennes, qui est un concours donc gagné en 2007, qu'on a livré en 2010. La question qui se posait, c'est justement de retravailler l'entrée de l'écomusée de Rennes, puisqu'il y avait un problème d'identité à cette entrée qui n'était pas du tout visible. Et voilà, on vous montre cette image. Ça, c'est un projet livré un peu au préalable en 2008, qui est la maison d'accueil du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine à Montsoreau. C'est en Touraine, on n'est pas loin de Saumur et de Tours, où on avait travaillé déjà sur cette idée de relation entre matière, contexte, et puis programme, matière. La maison du parc, ça doit être emblématique du parc et du territoire qui le compose. Et donc, on avait livré ce projet également sur concours, avec une façade entièrement en tuffeau massif, donc reprenant ces pierres de Loire. Et ça a été un peu un déclencheur aussi pour l'agence de ce type de programme, puisqu'on en a quelques-uns du coup à l'actif, où on nous demande, toujours par le biais de concours, de travailler sur des lieux emblématiques d'un certain milieu ambiant. Et ça, c'est assez important, et c'est vrai que finalement, ces recherches qu'on a établies dès la fin des années 90, et puis à la Villa Médicis et en Éthiopie, finalement, elles alimentent depuis finalement une quinzaine d'années ce travail. Et donc l'écomusée de Rennes, qui se situe au sud du périph' rennais, vous avez une vue aérienne ici. Ce qui est encerclé, en fait, c'est ce qui est super sur Google, c'est que maintenant il y a tous les projets, ils sont construits et pris en photo. Ce que vous avez ici encerclé, donc c'est l'accueil de l'écomusée, et puis un peu plus haut au niveau de là c'est la ferme de la Matinée, qui est une ferme du XVIe, XVIIe siècle, qui était une ferme qui alimentait, on va dire, toutes les garnisons, couvents, écoles privées ou autres de Rennes, qui était vraiment là une ferme emblématique. Et dans les années 70, il y a un courant de muséologie lancé par Georges-Henri Rivière sur la thématique de l'écomusée, qui s'est fait, qui est né, et donc l'écomusée de Rennes est lui-même né en 87 par la réhabilitation de cette ferme et par la découverte d'un milieu et d'une relation entre justement l'homme et son territoire ambiant, qui est vraiment le thème propre du concept de l'écomusée. Donc on est retenu sur concours à partir de cette référence de la maison du parc de Montsoreau. L'enjeu du concours est de montrer, identifier l'accueil de l'écomusée, puisque les photos qu'on vous montre là, c'est le bâtiment existant qui était en soi pas forcément très représentatif d'une certaine architecture ou d'un certain territoire. Qui était plutôt ultra tristoun, et on arrivait sur un parking avec un pignon rose, et voilà, notre confrère, on va dire, n'avait pas forcément eu la main heureuse à l'époque. Voilà, on va plutôt parler de paysage, et c'est vrai que ce stationnement qui était plutôt pas inintéressant, voilà, on arrive. Il y a des haies arborées. Par contre, pas mal de visiteurs faisaient demi-tour, se demandant si c'était bien là l'entrée de l'écomusée. Donc l'enjeu du concours, c'était vraiment cette idée de fabriquer un lieu représentant le milieu et représentant vraiment cette identité territoriale qui est celle de l'écomusée de Rennes. On vous montre quelques photos de l'existant, notamment un point sur lequel on s'est appuyé qui est un bosquet de merisier qui se situe au nord de la parcelle, qui a été un peu le point de départ du projet, dans le sens où on s'est appuyé sur cette haie
pour poser le projet. Ça, c'est une photo de la ferme de la Bintinay, donc qui est cette belle ferme du XVIe siècle, qui était vraiment le corps fédérateur de l'écomusée, qui est également un conservatoire animalier d'espèces, alors pas forcément en voie de disparition, mais en tout cas qui sont peu ou plus utilisées dans l'agriculture intensive, puisque malheureusement les enjeux économiques font qu'elles sont moins rentables. Alors c'est vrai que de nos jours on revient un peu dessus, mais ceci dit, voilà, il y a un conservatoire qui est très intéressant. Et à la fois ethnographique et zoologique sur les espèces locales. Alors ça, c'était notre photo un peu maîtresse du point de départ, qui était un cochon de Bayeux, donc ce que vous voyez avec ces belles taches noires sur fond blanc, qui est aussi une espèce réservée à l'écomusée de Rennes, qui a été un peu notre petit gimmick pendant le concours, et puis même jusqu'à la livraison, puisque vous verrez que vous le retrouverez donc en grand zoom sur la façade du projet, qui était voilà, une espèce aussi d'événement pour nous qui pouvait être ludique. Donc l'écomusée, le projet en lui-même se décline sur 3 parties. Vous avez le bâtiment existant ici, qui est donc le pignon tel que vous l'avez vu tout à l'heure, mais qu'on va légèrement désosser. On va lui adjoindre une sorte d'extension, extrusion dans la même morphologie. La salle d'exposition, puisque c'est un programme essentiellement d'accueil et d'exposition de 350 mètres carrés, se retrouve à l'ouest. Et puis entre deux, on va partager l'accueil et les bureaux qui vont articuler en 3 faces, on va dire, le projet. Donc une face existant, extension, une face hall et bureau, et puis une face expo avec partie technique. On conserve pour des raisons économiques le stationnement tel qu'il est, et puis on se met à cheval sur la haie existante pour conserver, ici on voit un peu mieux sur le plan de rez-de-chaussée, pour conserver le bosquet de merisier dans l'état. Donc voilà, le projet se décline un peu sur 3 parties. La maison existante qui est réhabilitée, une partie qui lui est adjointe avec des bureaux et de l'accueil, un hall traversant, ensuite une partie sanitaire, et puis voilà la partie exposition principale. Donc voilà 3 parties qui vont ensuite être déclinées de manière assez différente, à la fois homogène et puis à la fois très séparée dans le traitement, vous verrez, chromatique des éléments. Alors c'est vrai qu'on a dans la façon de travailler un parallélisme entre d'une part un travail sur le programme et la façon dont il doit se décliner dans le site de manière assez pragmatique. Et puis également ce travail sur la matière qui est toujours continu dans l'approche du projet et qui est nourri ou de références locales. En l'occurrence ici on va parler de Bardot, du pays de Saint-Malo et de Fougères, mais aussi de références extra-territoriales qu'on peut trouver au cours de nos voyages. Donc voilà les plans, je ne m'arrête pas trop dessus. Le projet est assez simple, c'est moins de 1000 mètres carrés, donc voilà, à l'étage, les bureaux réhabilités, l'extension dans la même forme, un hall sur double hauteur, une partie de bureau qui articule l'ensemble qu'on va appeler la bûche, mais qu'on verra un peu plus tard en modèle, et puis la salle d'exposition qui est vraiment une salle noire pour pouvoir alimenter les scénographies temporaires de l'écomusée. On voit les 3 parties ici en coupe. Alors voilà, l'alimentation des références se fait. Donc il s'agit donc d'une Stavkirke, donc en Norvège, donc une magnifique église en bois debout qui a environ 900 ans modestement. Et donc on apprécie beaucoup donc les réalisations qui ont fait date et puis qui font partie comme ça lors de voyages. Alors également en Norvège, donc là c'est à Bergen, donc c'est une ruelle tout en bois.
Vous trouvez ça intéressant, parce que la matérialité comme ça, la rue, c'est un parquet, et tous les murs autour aussi, donc c'est très chaleureux, en dépit du mauvais temps, hein, mais donc voilà. Et également aussi vous parlez des robes, parce que souvent on parle des robes à l'agence. Quand on fait un concours, quand on réfléchit, on se dit mais comment va être la robe, comment on va faire. Et la robe, donc on aime beaucoup la mode des années 60, en particulier les années 65, portée par Paco Rabanne, par Yves Saint Laurent, par André Coqueline-Courage et puis Pierre Cardin. En fait, c'était à un moment donné où ils ont cherché des robes comme ça, très simples, des formes trapèzes, très, très sommaires, et en même temps un vrai travail sur la matière, assez décalé, et un montage de matière, de PVC, de métal, de laine monochrome. Et c'est ce montage comme ça de choses, on trouve ça très intéressant, et ça fait aussi partie des choses auxquelles on pense quand on fait un projet d'archi. On n'est pas simplement que dans l'archi, on aime bien aussi les références autres. Et c'est vrai que Paco Rabanne, avec ses 20 robes importables de 1966, c'est une très belle collection. Donc on le voit là, donc avec une mannequin, donc il prépare une robe en tôle déployée. Alors la recherche sur la façade, donc comment gros travail toujours sur ça, comment il faut que ce soit bien. Donc on travaille à tâtons. À l'agence, on n'a pas vraiment d'idée préconçue sur comment ça va être. On essaye, on regarde, on discute entre nous. Et puis finalement, collégialement, on essaye de définir ce qui semble le mieux, on fait des allers-retours et puis on valide. Donc c'est pas très pyramidal chez nous, c'est plutôt de la concertation. Donc l'image du concours. Donc pour le concours, on avait mis des petits moutons éthiopiens. Donc à l'époque, c'était nous qui faisions nos images. Bon, maintenant, on se fait aider. Mais du coup, on avait mis ces petits échos à l'Éthiopie. Et puis donc l'image du côté bosquet avec des femmes à cheval sur le côté. Et donc les maquettes, donc c'est pareil. Donc à l'agence on fait toujours des maquettes. Ça permet de mieux comprendre, de mieux monter et démonter les choses. Ça fait partie de. On utilise SketchUp aussi, toujours la 3D, mais aussi beaucoup les maquettes. Une vue de l'intérieur. Donc on a conservé donc la maison existante. Elle était frangée pour la partie de l'accueil. Donc à ce niveau-là, on a fait un frangement. Et puis après, on a peint les murs existants qui étaient en rose, en vert forêt. Et à partir de là, après, on a décliné des panneaux en thé-beau peint. Et puis la boîte bûche est quelque chose d'une chromatique un peu plus foncée, un peu plus grisée par rapport au reste. Donc on a essayé de faire un hall qui soit plutôt chaleureux, plutôt convivial. Donc on voit ici la vue extérieure, donc, qui est la façade principale, façade sud. Donc on retrouve l'idée d'identifier vraiment le projet, de faire disparaître cette ancienne maison existante hein, qui malheureusement nuisait à la lisibilité du programme. Et c'est vrai que voilà, cette espèce d'écran contemporain hein, qui est finalement assez opaque va être un peu l'emblème de l'écomusée et l'identifier en tant que tel lorsque le visiteur arrive. Alors on voit la façon dont cet écran se développe en bardeau de châtaignier, hein, donc un genre à expliquer ces références qu'on avait pu avoir notamment sur les Stavkirke norvégiennes. Les bardeaux de châtaignier, il y en a également pour des références plus locales, notamment sur le toit du Mont Saint-Michel. Et certaines d'entre elles ont plus de 500 ans. Et voilà, l'idée, c'était vraiment d'une appréhension de la technicité locale, mais de réinterpréter de manière contemporaine. Et puis, et en même temps, la redessiner, comme Anne-Fleur l'a dit, comme une vraie robe. Et donc, cet écran est découpé par ce qu'on a appelé nous une sorte de grande bûche,
abritant les bureaux et comme un objet très archaïque venant s'implanter dans le projet, permettant de encore plus, on va dire, marquer l'accueil avec cette espèce de peau de cochon là, dont vous avez vu la photo tout à l'heure, hein, qui va être imprimée ici sur le vitrage, de manière aussi à faire, hein, d'ailleurs, hein, puisqu'on est plein sud, à faire un filtre pour les bureaux qui sont derrière. Donc on la voit un peu mieux, cette peau de cochon, et puis cette grande bûche qui va venir comme ça, s'enchasser dans cette façade écran, qui est donc constituée d'un bardeau de châtaignier avec un calpinage un peu particulier qu'on a mis au point à l'agence, comme toujours pour reprendre les termes d'Anne-Fleur, comme une vraie robe de styliste, hein, avec plusieurs maquettes, plusieurs essais de détail. On ne voulait pas un bardeau régulier comme évidemment les écailles de châtaignier qu'on pouvait voir notamment sur je parle du Mont-Saint-Michel, mais également sur les moulins dans la région de Saint-Malo et de Cancale. On voulait vraiment donner malgré tout un motif contemporain à ces écailles, et qui sont donc sur un soubassement en béton teinté dans la masse, qu'on souhaitait rappeler également les bétons teintés, enfin la terre du pays rennais. Donc voilà, comme ça, une espèce de détournement de la matière locale, mais réinterprétée de manière contemporaine. Donc on voit un peu mieux en détail. Alors il y a un outil aussi qu'on aime bien utiliser, depuis l'écomusée, là, qui est une sorte d'archaïsme du poteau bois, qui est vraiment le tronc d'arbre massif. Alors voilà, pour le coup, c'est pas un faux, c'est un vrai tronc d'arbre en châtaignier. Il est juste pris en pied par une platine métallique et puis en tête par les poutres de la bûche. Mais voilà, il n'y a pas d'artifice, c'est un vrai tronc de châtaignier. Et c'est vrai que ce qui nous intéresse, c'est vraiment de travailler sur ces oppositions entre archaïsme, entre haute technicité, parce qu'évidemment pour mettre ça au point, c'est finalement assez technique. Et puis voilà, des rapports de matière entre lisse, rugueux, dessins finalement très, très dessinés, voire surdessinés parfois, et puis des choses beaucoup plus simples. Alors c'est vrai qu'on aimait bien cette photo, puisqu'autour de l'écomusée, il y a des jardins ouvriers. Et pour nous, c'était la réussite de faire un projet qui représente l'esprit du lieu, entre guillemets le génie du lieu, pour reprendre les termes de Norbert Schulz. Mais c'était intéressant de voir que ça fonctionnait bien aussi avec des photos de photographes, hein. Stéphane Chalmot, pour ne pas le citer sur celle-là, a bien capté l'ambiance qu'on voulait donner de cette espèce de fausse maison un peu domestique et puis en même temps très monumentale, qui s'inscrivait dans le paysage et marquait l'identité du projet. Alors en zoom, on voit justement les écailles de châtaignier là qu'on a dessinées comme vraiment un motif de tapisserie ou de robe, de robe Paco Rabanne. C'est un motif qui se répète, hein, qu'on a mis au point également avec l'entreprise de charpente Cruard, qui est en fait, dans les 4 projets que vous allez voir, il y en a 3 qui ont été réalisés avec Cruard. Donc c'est aussi un lien assez fort avec les entreprises qu'on a pu avoir. Et c'est vrai que c'est important, en phase chantier notamment, de bien définir ces éléments-là et pour que ça fonctionne, et voilà, que c'est pas une approche que théorique dans le projet. Alors l'accueil, on a pas mal de photos de l'accueil. C'est un peu le lieu emblématique de l'écomusée. La salle d'expo est une salle en blanc, qui est toute noire, mais voilà, qui abrite des expos temporaires. L'écomusée, donc c'était vraiment l'accueil qui était à travailler, que vous avez vu en maquette précédemment. Et donc l'idée est qu'on ait cette atmosphère déjà de mise en scène du lieu dès l'entrée, dès le parking, et puis dans cet accueil. Alors il y a eu plusieurs choses. Il y a une petite drôlerie de l'histoire, c'est qu'il y a le tableau de cochon là, qui apparaît, qui est toujours cette espèce de signe un peu distinctif du projet.
Et donc on retrouve notre bûche supportée par ces poteaux de tronc dans l'accueil, qui lui est donc habillé en panneaux de contreplaqué de manière assez simple, et la maison existante est elle entièrement réenduite en verre forêt. Alors c'était une idée à la fois d'emballer l'ancien et puis de retrouver des différences entre toutes ces parties unitaires. On va passer voilà, les vues de l'accueil où voilà, c'est vrai qu'on passe aussi pas mal de temps à travailler les matérialités. Un projet, c'est pas forcément également qu'une façade, c'est aussi des chromatiques et puis des matérialités, même si là il y en a peut-être beaucoup, enfin voilà, peut-être qu'avec le recul, il y en a peut-être beaucoup. Vous avez du tronc, vous avez un violet verni ici, un pain rétifié, le contreplaqué. Alors finalement il y a une hétérogénéité, mais qui fabrique une unité. Enfin, je trouve que la relation elle est assez ambiguë pour faire une auto-analyse du projet entre les différents éléments qui forment malgré tout un tout assez unitaire. On va avancer petit à petit à l'étage, voir un bureau. Alors il y a eu un jeu de photos aussi réalisé par Alan Alzo, qui est ancien étudiant de Rennes et qui a été récemment diplômé de l'EPFL Lausanne, qui a des talents de photographe et qui nous avait fait toute une série où il avait vraiment bien capté, toujours pour reprendre ce terme d'esprit du lieu, il avait vraiment bien capté le projet où voilà, il avait mis en scène des personnages avec des masques d'animaux. Voilà, on est dans un écomusée, donc c'est aussi un centre et un recueil au niveau de la zoologie contemporaine et en tout cas rurale. Et voilà, sous ces espèces de visions un peu fictionnelles par rapport à des personnages qui auraient eu ces têtes de renard qu'on trouvait super intéressantes. Alors on voit la peau de cochon là, plus ou moins en transparence, qui fait filtre dans un horaire entre chien et loup. La salle d'expo, donc voilà, qui est fabriquée de manière assez simple, hein, c'est juste une structure portique, on la met les collets avec une 15 mètres de portée. Il n'y a pas d'exploit, il n'y a pas forcément d'exploit technique. L'idée était vraiment d'avoir des faces qui s'interrogent et qui s'opposent. On était sur une face sud avec ses écailles de châtaignier, et puis côté nord, au niveau de ce bosquet de merisier, on était plutôt sur une façade en accordéon avec des ouvertures aléatoires qui venaient cadrer comme ça le paysage qu'on retrouve ici sur l'image. Mais c'est vrai que c'est un projet où on avait mis entre guillemets beaucoup d'envie et beaucoup de choses qu'on avait en tête depuis pas mal de temps, voilà, cette réinterprétation d'une culture traditionnelle qui était celle du bardo, et puis des envies d'archaïsme avec ses poteaux de tronc, et puis ces envies de couleurs sur les intérieurs, et sur lesquels voilà, il y a un journaliste argentin qui avait fait un super article qu'on a relu il n'y a pas longtemps, qu'il intitulait Postmoderne, tellurique et écologique. Et je trouve que ça résumait assez bien ce projet, où effectivement il y avait une somme d'histoires qu'on racontait depuis pas mal d'années, et effectivement qui était réunie dans cet ensemble à la fois hétérogène et à la fois unitaire. Alors on va passer à une partie peut-être plus entre guillemets basique, qui est celle du logement ou de l'habiter.
avec un projet de logement intermédiaire à côté de Rennes, toujours. Donc alors il s'agit de la ville de Chantepie. Donc c'est une ville, une agglomération juste à côté de Rennes. Alors donc une nouvelle ZAC, la ZAC des 9 journaux. Et donc le promoteur Bouygues nous a appelés donc, pour faire une étude pour 16 logements intermédiaires qui se situent le long d'une haie bocagère et le long d'une ferme existante. Donc voilà en gros la haie bocagère avec la ferme derrière. Donc on a travaillé sur un ensemble de 3 plots, donc pour un total donc de 16 logements. Et l'objectif en fait c'était de faire un peu comme des maisons, d'avoir un rez-de-chaussée jardin, un étage et comment dire, des terrasses. Donc en fait on a un système de duplex avec un rez-de-chaussée donc jardiné, la partie intermédiaire avec les chambres et la partie supérieure qui abrite les salons. Donc ce qui est intéressant dans ce type de projet, c'est qu'en fait il y a une vraie les gens se sont appropriés vraiment les parties jardinées, ils ont beaucoup planté, ça marche très bien. Et en fait ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi donc la partie à l'arrière côté haie bocagère qui est très agréable parce qu'elle est à l'ombre et protégée des regards. Donc on a également dessiné donc la partie stationnement pour les véhicules. Et en fait on est parti donc un peu ce qu'évoque Lucan par rapport à la forme extrudée. On n'a pas vraiment fait de mode de composition, c'est vraiment des duplex qui se sont mis les uns sur les autres et puis qui ont des qualités le plus de qualité possible, et à partir de là, on a après des façades. Mais on n'a pas vraiment eu un travail de composition. Donc l'objectif, c'était de faire des doubles niveaux. Donc là, c'est l'image un peu en phase d'étude, qui est beaucoup plus drôle qu'elle ne l'est en vrai, hein, mais c'est juste pour donner une idée de l'ambiance. Et puis, donc voilà comment ça s'organise. Donc on a donc les entrées et les pièces de vie en bas, les chambres au R+1 et puis les séjours au R+2 avec des grandes terrasses. Donc les différents plans, les différentes organisations. Ce qui fait que le R+1 est une sorte de dortoir. Puisque si vous avez pu le temps de regarder la coupe, les duplex sont montants au rez-de-chaussée et sont descendants au R+2. Et donc tous les accès individuels se font au rez-de-chaussée sur les jardins et au R+2 par les escaliers extérieurs, et ce qui fait que les T3 du R+2 descendent ici au R+1 et les T3, T4 du rez-de-chaussée montent au R+1 ici. Donc il y a un jeu d'imbrication et donc d'assemblage, comme l'a dit Anne-Flore, depuis l'intérieur vers l'extérieur. Donc c'est une non-composition, puisque voilà, le jeu du plan est issu de l'imbrication des ensembles des duplex. Et donc à l'origine, on souhaitait faire le projet tout en bois, mais ça n'a pas été possible en raison des problématiques acoustiques, puisque en fait on avait des voiles, et il fallait garantir donc l'atténuation du bruit. Donc on est passé en voile béton et après on est passé en remplissage bois. Donc voilà, donc là on voit le squelette des logements et puis après le remplissage. Donc avec une attention portée aux huisseries, donc on aime toujours avoir des huisseries toute hauteur, tant que faire se peut, et puis vraiment des garde-corps les plus transparents possibles. Voilà. Les façades. Les auvents. Ça permet aussi de faire des petits abris pour mettre les vélos, les tondeuses, des choses comme ça. Et puis, des grands châssis
qui éclaire en fait en double hauteur le salon. La partie le long de la haie, donc qui est assez ombragée. Donc à l'été c'est agréable parce que ce sont des endroits frais. Les accès privatifs, donc chacun a son accès pour aller à l'appartement. Et puis après, là ce sont des photos après 2008, après quand les gens ont planté et comment ça se vit, quoi. Donc là c'est encore en chantier parce que là il n'y a pas grand chose, mais on a vu comme ça sur les moutons l'agriculteur d'en face, des garçons en skate, et puis à l'intérieur donc le double niveau avec châssis, la vue sur la haie bocagère, l'aménagement intérieur. Après les gens ils ont mis leurs couleurs, tout ça. Voilà. Et là donc on va passer à un troisième projet qui est le projet de Quimper. Je vais te laisser la parole. Donc c'est vrai qu'on est passé peut-être un peu vite sur la partie logement ou habité. En tout cas aujourd'hui c'est presque la pratique la plus importante de l'agence. Un peu moins d'équipement public. Pas sans savoir qu'effectivement il y a un peu moins de finances. Et donc la promotion privée malgré tout reste, on va dire, celle qui entre guillemets donne. Il donne jamais de travail, mais en tout cas offre plus d'activités. Et voilà, c'est vrai qu'il y a encore 3-4 ans, on faisait 20-25 logements. En tout cas, on n'avait que Champy entre guillemets en magasin. Aujourd'hui, on a quasiment un peu plus de 400 logements en études ou en chantier. Et voilà, c'est vrai que ce que vous voyez ce soir, c'est un état de l'agence à un instant T d'il y a quelques mois. Et c'est vrai que voilà, s'il fallait refaire la conférence dans quelques mois ou quelques années, on montrerait probablement plus d'usage et d'usage d'habiter en tout cas, de projets. Ceci dit, en chaque projet également de logement, on s'oriente, ou en tout cas on essaye toujours d'avoir le même souci de recherche sur la matière et sur le rapport au contexte. Donc sur ce projet de maison des services publics de Quimper, qui est un concours gagné en 2010, il s'agit donc d'un quartier en rue, comme il y en a beaucoup en France, en petite ou moyenne agglo, quartier carmoisant des années 60-70, avec, on le voit sur la vue aérienne, un quartier avec des tours, des bars, voilà, très typiques des années 60, quelques pavillons qui se sont glissés dans des niches résidentielles, et puis une requalification depuis quelques années de ce quartier, avec voilà, différents projets qui se sont mis en œuvre, dont la maison pour tous, de nos confrères nantais Garot et Boaxel, qui est juste en face, et qui est construit donc juste en face de ce rond-point. Et donc le projet de maison des services publics est ici, à l'emplacement d'une ancienne tour qui a été démolie il y a quelques années, donc dans le cadre de cette requalification de quartier. Donc voilà, une photo de site, je ne vous en avais pas mis... on ne vous en a pas mis plein, c'est à peu près le même type de tour ou de bar que vous retrouvez dans pas mal de quartiers que vous devez connaître également. Et l'emplacement de ce site est donc l'ancienne tour qui a été démolie. Alors ce qui nous a à la fois perturbé et puis donné envie dans ce projet, c'est vrai qu'on travaillait toujours finalement, que ce soit à Champy, que ce soit à l'écomusée, que ce soit à la maison du parc de Montsoreau au préalable, c'était toujours sur entre guillemets des beaux sites. On avait toujours des beaux contextes, pas mal d'arbres, des belles matières. Et puis là, pas facile, quartier en rue, tour-bar, vraiment difficile. Qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter? Et donc l'objet du projet, c'était vraiment justement de raconter une histoire, de partir sur une idée de fiction en réinjectant des références qu'on avait pu trouver ou glaner ici et là,
puisqu'il nous semblait vraiment difficile de se raccrocher à l'existant, qui avait justement assez peu d'histoire. Et c'est vrai qu'on retrouve un peu notre parcours ou notre démarche là, de modernité là, qui a coupé l'homme de sa culture ambiante. On est vraiment dans ce type de quartier-là. Et l'idée, c'était vraiment de réinventer une fiction, réinventer une histoire, en travaillant à la fois sur ce programme qui est une maison des services publics qui rassemble à la fois une mairie annexe et puis à la fois des services publics tels que CCAS, CLIS, Conseil général, PMI, donc vraiment des services entre guillemets un peu lourds d'un point de vue social. Donc travailler sur un programme qui puisse vraiment incuber tout ça, et puis travailler sur une dimension narrative du projet. Et donc on est parti chercher des références de projets, alors pas forcément similaires, mais en tout cas de programmes similaires. Le programme était tellement complexe, il y a 1500 mètres carrés, donc c'est pas énorme, mais c'était plein de petits bureaux, plein de petites choses à assembler. Et on s'est dit que l'assemblage de ça pouvait se faire à partir d'un objet un peu compact, une forme un peu homogène, mais qui serait creusé par un atrium. Ça a été un peu premier point de départ. C'est de se dire, on ne part pas sur quelque chose de fragmenté, on est plutôt sur un objet, alors pas forcément autonome justement, mais qui raconte une histoire et qui la raconte dans sa peau extérieure, mais qui est creusé en intérieur par un atrium qui va lui rassembler toutes les fonctions, puisqu'elles sont quand même pas loin, au nombre d'une bonne dizaine, en plus avec deux accès principaux à créer. Donc on est parti du côté de Jacobsen, ça c'est le... C'est Danemark. Oui, c'est Danemark, oui, le Jacobsen. Donc la mairie de Aarhus, donc au nord-ouest du Danemark, où Jacobsen avait fait une espèce de mairie avec une espèce de double hauteur, un grand atrium et ces beaux poteaux là qui supportaient une sorte de grande mezzanine. Donc c'est des choses qui nous ont un peu marqués. Et puis l'été précédent, on était parti en Écosse et on s'était pris entre guillemets une grosse claque avec les œuvres de Mackintosh. Alors évidemment, il y a l'école des Beaux-Arts, mais là c'est la Hill House, réalisée du côté d'Édimbourg, de Glasgow, pardon. Et sur cette Hill House, qui était intéressant, c'était aussi ce travail sur la double hauteur, sur ces poteaux qui étaient marqués de manière très, très élégante, avec ces chromatiques noires et blanches. Et c'est vrai que voilà, c'était des références qui nous ont pas mal aidés dans l'approche du projet et du plan. Puisque c'est un projet voilà, qui a été beaucoup initialement travaillé en plan avec voilà, cette idée d'avoir un objet, enfin une forme en tout cas homogène, très compacte, et avec en son cœur un atrium qui va se décliner en fait sur rez-de-chaussée et puis 2 niveaux, et qui va lui-même abriter les circulations. Donc ça a été un peu, ça a été pas qu'un peu, mais ça a été le point de départ, hein, cette forme compacte qui serait finalement lisible dans le contexte et qui serait creusée de son intérieur. Donc on a deux halls finalement, puisqu'il y a à l'est on a la mairie annexe de quartier, qui est ici, voilà, qui se déploie sur la partie est. Et puis donc au centre et à l'ouest, on a les services publics, donc qui regroupent tout ce qui est services sociaux, CCAS, CLIS, PMI, etc. sur des étages. Donc au R+1 et au R+2, le plan est assez simple, hein, finalement c'est un atrium avec des bureaux tout autour. Là il y a une salle des mariages côté mairie, et puis côté service public, un ensemble de bureaux pour conseils généraux, PMI, services sociaux, etc. Et j'allais dire presque la même chose au deuxième étage. Donc il y avait vraiment l'idée ou la volonté de travailler une forme très compacte, de manière aussi assez bioclimatique. On s'orientait nord-sud, on va le voir avec des châssis
des châssis qui fabriquent une sorte de tampon thermique pour la façade sud, et puis un jeu de ventilation naturelle par ce grand atrium. Donc on a beaucoup travaillé en plan et en coupe. Cet atrium devant donc, abritait les circulations qu'on imaginait comme une sorte d'événement aussi dans le projet. Voilà, on avait des bureaux presque banalisés qui pouvaient être interchangés à tout moment dans le process d'études et puis même en chantier. Et donc voilà, l'idée c'était, puisqu'on avait ces bureaux banalisés périphériques, d'avoir entre guillemets, un bel atrium qui concentre, on va dire, les qualités spatiales et qui puisse voilà, également concentrer les circulations comme on peut le voir ici en coupe. Et donc voilà, cette coupe entre guillemets bioclimatique où on voit la façon dont l'atrium va lui être se transformer aussi en espèce de machine de ventilation avec une orientation nord-sud, des panneaux photovoltaïques qui vont habiller les cheminées, et puis ces puits de lumière qui vont permettre de vraiment l'éclairer jusqu'en bas, parce qu'on est quand même sur un bâtiment assez large et assez compact. Ensuite, donc voilà le jeu côté sud qu'on voit en coupe, des châssis avec les doubles qui font caisson, avec un double vitrage côté intérieur et un simple vitrage ventilé côté extérieur. Donc ils font tampon thermique et qui permettent d'apporter du passif, notamment en mi-saison. Et donc on a également travaillé cet atrium en maquette. Ce qui nous intéressait, on va le voir sur les photos plus loin, c'était les poteaux là. Comment c'est toujours un peu compliqué les poteaux en architecture. C'est pas simple. Souvent on veut les enlever et puis en même temps, vous avez vu ces références chez Jacobsen et chez Macintosh. Les poteaux ont une présence super forte. Et c'est vrai qu'on voulait pas on voulait pas les éliminer, au contraire, on voulait qu'ils soient assez présents, mais on voulait pas non plus qu'ils soient neutres. Et c'est vrai que voilà, on a plutôt travaillé sur des poteaux qui soient en applique côté extérieur côté extérieur, on va dire intérieur de l'atrium, mais en tout cas qui soient visibles et qui soient filants toute hauteur, et qui portent vraiment en applique les circulations périphériques et qui s'arrêtent pas en dessous, mais vraiment qu'on ait le sentiment qu'ils filent par étage. Ça c'était important. Et puis la maquette nous a permis de travailler sur les différentes passerelles qui reliaient les niveaux. Alors c'est un peu des vieux, entre guillemets, des vieux gimmicks des années 90. On est des étudiants des années 90 et on était très très fans de Tchoumi à l'époque. Et il y avait ce projet de ZKM de Karlsruhe où il y avait ces passerelles qui se baladaient dans l'air, et voilà, c'est un vieux une sorte d'hommage à nos pères. Alors voilà, ça c'est un premier travail, on va dire, sur le programme, sur le creux du projet et l'atrium, et ensuite vient ce travail ensuite et en même temps c'est en parallèle, vient ce travail de l'enveloppe. On l'a vu, c'est un peu comme l'écomusée, on travaille à la fois de manière assez pragmatique sur le plan, et puis en parallèle il y a un travail sur l'enveloppe, et là en l'occurrence c'était comme je le disais au tout début, dans ce quartier sans trop d'histoire, l'idée était d'en raconter une et de faire narration du projet. Et donc on revient un peu sur nos histoires de voyage en Éthiopie, sur la façon où les façades peuvent raconter des choses ou ne racontent pas, mais en tout cas il y a quand même une fiction qui se dégage de ces motifs. De ce motif losange là qui est quand même assez je trouve important même dans l'histoire de l'archi, qu'on retrouve qui traverse quand même le temps, qu'on retrouve beaucoup. D'ailleurs je suis preneur s'il y a des chercheurs qui font des thèses sur le motif losange, je suis preneur, parce que c'est vrai que c'est un truc qui
qu'on retrouve. On n'est pas les premiers, on n'est pas les derniers. Et c'est vrai que voilà, il y a ce motif losange qu'on a pas mal vu en Éthiopie à Addis Abeba. Il y a l'idée aussi de dentelle, voilà, de raconter une histoire par rapport à la Cornouaille. On est à Quimper, c'est le Finistère Sud. Il y a quand même une identité locale qui est assez forte. Et donc ce titillement, on va dire, sur l'idée de motif, voilà, après plusieurs recherches, donne ces dessins de façade, à l'instar un peu de ce qu'on a pu faire pour l'écomusée, hein, de travailler une robe. Alors voilà, c'est Paco Rabanne sur l'écomusée, c'est la dentelle de Cornouailles sur Quimper, mais c'est vrai que cet objet un peu très compact, finalement, qui est une forme homogène, entre guillemets, il va s'en sortir par une ornementation qui va lui être appliquée et qui va venir vraiment raconter une histoire par rapport à une identité locale. Alors on peut lui trouver des artifices de colombage, etc. Mais c'était vraiment cette idée de trouver une narration à ce projet qu'on avait travaillé. Donc voilà une vue de la maquette. Cette narration, on l'avait déjà travaillé sur un projet un peu plus ancien qu'on a voulu remontrer parce que vous allez voir que le parallèle avec Quimper est assez saisissant. La section d'éducation motrice qu'on avait livrée en 2005 donc avec nos compères de Bloc Architecte à Nantes. Également dans un quartier un peu difficile, centre d'histoire, extension de collège des années 60. On avait donné voilà, une espèce de motif losanger qui reprenait des colombages du vieux centre de Laval. Et donc voilà, on a finalement une espèce de correspondance entre ce projet de 2005 et ce projet de 2013-2014. Où pour cette enveloppe ou cet épiderme, on a vraiment travaillé sur cette narration et ce motif en losange. Alors on le voit un peu mieux sur la façade sud, donc qui est enveloppée hein, de ce motif. Les châssis en caisson dont on parlait tout à l'heure hein, sont ici, hein, donc éclairent les bureaux de manière assez généreuse. On est sur des formats de 1,60 par 1,60 avec donc un châssis vitré simple extérieur et puis double côté intérieur. Et donc toute l'entrée des espaces publics se fait donc au sud avec une entrée côté donc voilà justement service public et puis côté mairie sur l'est de la façade. Alors c'est vrai qu'après il y a un dessin parfois entre guillemets on aime bien surdessiner ou être un peu aussi dans le motif, mais qui revient à fabriquer une sorte de robe. Il y a également des petits carrés d'inox de 10 par 10 qui viennent comme ça de manière ornementale rythmer également la façade. Bon, ça c'est un peu des jeux qu'on peut avoir à l'agence entre guillemets, des fois on ne sait pas trop s'arrêter, mais c'est vrai qu'il y a tellement peu d'histoire dans ce quartier-là que c'était important pour nous d'amener une sorte de qualité et aux espaces intérieurs, comme on l'a vu dans les atriums, et à la robe, j'allais dire, la robe extérieure. Donc on va rentrer petit à petit dans les espaces intérieur, donc voilà, on fait le tour. Bon, c'est un quartier en rue entre guillemets pas si difficile que ça. Hein. Il y a du pavillonnaire. Voilà, c'est un chantier, enfin, c'est entre guillemets un chantier qui s'est bien passé avec un maître d'ouvrage, la mairie de Quimper, qui a été assez réactif et puis assez compréhensif sur ce qu'on voulait mettre en tout cas, qui comprenait cette idée de narration. Alors après on a joué cette narration dans la signalétique également sur cette hermine bretonne là, qui apparaît
qui apparaît également en motif dans les différents châssis et autres aspects de signalétique intérieure. Donc les caissons côté sud qui font tampon thermique. Et puis donc les espaces intérieurs, finalement on retrousse comme un gant, j'allais dire, l'extérieur. Vous avez vu un extérieur finalement assez ornemental, décoré, avec ces motifs. Donc c'est du peuplier rétifié à l'extérieur, hein, avec des croisillons en Douglas teinté blanc. Et puis à l'intérieur, on va être sur beaucoup de béton, entre guillemets, beaucoup de béton apparent, et des garde-corps et passerelles enveloppées de bois. Et voilà, par rapport à ces recherches qu'on a pu faire notamment sur les poteaux, vous voyez ces poteaux en applique là, qui tiennent l'atrium et qui étaient pour nous assez importants à mettre en œuvre, pour lesquels on a donné un dessin légèrement biaisé. Voilà, c'est vrai que c'était important ce travail sur le poteau, sur le positionnement et puis sur la façon dont il constituait l'atrium et ne soit pas sous la poutre béton, mais bien en applique extérieur et qui marque cette espèce d'élancement de l'atrium sur les 3 niveaux. Donc on va décliner les photos donc de cet atrium, donc qui est entre guillemets habité par ces escaliers et ces passerelles qui en font le tour et donc qui desservent les bureaux périphériques. Alors on retrouve ce jeu de signalétique, des petites hermines qui sont également en perforation acoustique pour les banques d'accueil, puisqu'il y a 2 banques d'accueil, et puis différents effets de lumière qui sont intéressants, notamment liés aux panneaux photovoltaïques translucides qu'on a mis en place en verrière de l'atrium. Donc les circulations, une circulation un peu spécifique à l'ouest. Et puis donc l'enfilade de bureaux, on a également travaillé la couleur sur les bureaux en fonction des orientations. Il y a du bleu à l'est, du blanc au nord, de l'orange à l'ouest et du vert au sud. Donc là c'est la partie sud avec un bureau qui donne sur son châssis qui fait caisson thermique. Pardon. Donc après il y a un jeu assez simple de béton apparent dans les bureaux et de parties acoustiques, voilà, mais qui est très simple au niveau du traitement des bureaux. C'est vrai c'est des bureaux entre guillemets assez banalisés qui peuvent être interchangeables, sur des petites surfaces et c'est vrai que ce projet-là c'était vraiment plutôt l'enveloppe et le creux de l'atrium là, qui étaient des espèces de pièces maîtresses et qu'ensuite le programme se décline tout autour. Donc voilà une vue un peu plus lointaine de l'autre côté du rond-point. Il y a toujours un drapeau breton à Quimper, c'est très bien. On va passer au dernier projet, qui est donc le centre de découverte et de recherche sur la biodiversité à Beautour, en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Donc en fait, il s'agit du site donc, de Beautour, donc à côté de La Roche-sur-Yon, Bourg-sous-la-Roche. À l'origine, donc c'était une sorte de demeure qui existe, qui appartenait donc à Monsieur Durand, donc, qui est un monsieur qui est né en 1886 et qui est mort en 1964, donc qui est contemporain de Le Corbusier. Donc c'était un entomologiste. Et ce monsieur-là, en fait, avait une collection de papillons très importante et
Il n'avait pas d'héritier, et donc la mairie de La Roche-sur-Yon et la région des Pays de la Loire ont décidé de faire un projet afin de montrer tous les spécimens. Donc ils ont lancé un concours. Donc la région des Pays de la Loire a lancé, il y a eu donc 5 équipes appelées à concourir. Donc on a eu la chance de gagner. Alors, donc en fait, l'enjeu, c'est un site paysager, puisqu'on est entouré de bosquets, d'arbres remarquables. Là, on a des futaies, des chênes, toutes sortes. Donc c'est un concours qu'on a fait avec un paysagiste, Guillaume Sevin, et puis aussi toute une thématique scénographique, donc avec Bloch, Warm Grey, et puis Stéphanie Vincent. Donc là, l'existant, donc avec les essences. Donc un état des lieux qui a été fait comme ça sur tous les sujets. Une allée forestière qui existait, à voir qu'est-ce qu'elle allait devenir. Et puis les limites existantes de la demeure. Donc c'est une demeure qui est... Là on ne voit pas trop, mais c'est plus l'ambiance pastorale. Hein, donc on est entouré par des champs agricoles avec des vaches qui paissent. Et là, on a à côté de la maison un grand chêne éclaté, donc qu'on a conservé, qui est très impressionnant, qui fait un peu peur, un peu comme dans les films de Tim Burton. Et puis on a cette demeure, la demeure de Monsieur Georges Durand. Donc il y a une jolie silhouette comme ça, campée dans la campagne vendéenne. Et donc voilà l'état dans lequel on l'a trouvée. Donc c'est une maison qui était abandonnée depuis une 50aine d'années. Malheureusement, c'était la proie des voleurs et des brigands de tout genre. Donc de fait, elle a été murée. Donc les choses n'étaient pas forcément en bon état à l'intérieur. Donc voilà en gros comment c'était. Les vieux encadrements, les couleurs un peu années 30. Les tapisseries, alors les cheminées qui ont été démontées. Au fur et à mesure qu'on avançait, les choses s'en allaient. Les parquets, au départ on souhaitait garder les parquets, et ça n'a pas été possible, parce qu'ils étaient en trop mauvais état. Et en fait, pendant le chantier, il y a eu beaucoup de surprises au niveau des charpentes, et au niveau des planchers, en fait, où on pensait que c'était vraiment de la bonne construction, et finalement, il n'avait pas fait ça forcément avec beaucoup de moyens, même si l'aspect comme ça était très joli. Donc avec la vigne vierge qui rentre dans les fenêtres. Les tapisseries aux thématiques agricoles. Et donc voilà le plan masse. Donc avec le grand site donc paysager, avec une entrée qui se situe ici, donc l'entrée avec tout ce qui est parking pour les voitures et les bus, et puis après les gens donc cheminent donc avec des éléments qui ont été installés de paysage, fabriqués par les paysagistes, tout un chemin, et après on déambule et on arrive au centre de découverte. Donc le centre de découverte, c'est un endroit qui abrite des salles de travail, une salle d'exposition et des lieux pour les chercheurs, puisqu'il y a des personnes qui travaillent en journée, qui restent sur place à La Roche et qui travaillent sur le milieu, sur les zones Natura, et aussi pour accueillir les scolaires. Donc il y a une définition qui a été faite de différentes ambiances au niveau des jardins, avec notamment des jardins aquatiques avec des systèmes d'épuration, et puis des déambulations au niveau de ronces, donc, qui avaient été conservées et retaillées. Donc voilà, tout un échantillon comme ça de travail sur le paysage. Et là, on a le bâtiment proprement dit. Donc on a la maison de Monsieur Durand, ici, donc qu'on a conservée telle qu'elle. On a vraiment gardé les huisseries, non, on a tout changé, mais on a gardé les emplacements.
On a remoulé la charpente parce qu'elle était en mauvais état. Et donc là, dans cette partie ancienne, on retrouve plutôt tout ce qui est bureau chercheur. Et puis la partie contemporaine en chaume, elle abrite plutôt les salles de cours et les salles de labo, l'amphi, et puis les salles d'exposition. Voilà, et le stockage pour l'expo. Donc voilà une vue d'oiseau, comme ça, où on voit l'insertion du bâti, la façon dont il dialogue avec la demeure de Monsieur Durand. On souhaitait comme ça être dans une espèce de neutralité, un peu comme un phasme, quelque chose qui se pose et qui n'a rien à voir avec la maison et qui en même temps la met en valeur. C'était ça, c'était arriver à être très différent et en même temps ne pas se tuer l'un l'autre. C'était ça l'enjeu. Donc des maquettes, donc avec la façon dont ça se déplie, puisqu'il y a différentes salles, programmes. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de la Perse du concours. Voilà. Donc, et là, on retrouve des références aussi, des choses qu'on a pu voir. Le talent des Éthiopiens, par exemple, pour tailler les haies. Quelque chose de sculptural, très beau. Et puis aussi la question du chaume, qu'on retrouve aussi là-bas. Comment elle est mise en œuvre. La terre, la paille, la boue, l'eucalyptus. Et là, on est plutôt dans le nord de l'Europe. Là, on est au Danemark. Donc là, pareil. Donc on retrouve des architectures de chaume, donc également intéressantes, qui font partie aussi de la culture nordique. Hein. Donc différentes façons de revêtir le toit. Et là également au Danemark, donc avec la remorque et tout, la rénovation en cours. Voilà, et là c'est l'écomusée du Davio en Vendée. C'est aussi de là qu'on est parti parce qu'il était en chaume et on s'est dit ce serait bien de continuer comme ça, de reparler de tout ça. Donc une coupe, donc on voit comme ça comment le bâtiment est tout en croupe et avec des grands volumes sous rampant, un peu des volumes cathédrales en fait. La façon dont ça cohabite. Donc le bâtiment est posé sur des pilotis, donc ça ne touche pas le sol. Un détail sur la mise en œuvre, l'assemblage donc entre le poteau, les raccords, les poutres, et puis la vêture du chaume et l'isolant. Les documents de travail pour expliquer comment ça s'organise. Et là, je vais passer la parole à Hervé. Donc c'est vrai qu'à l'instar de ce qu'on avait pu faire sur l'écomusée ou la maison de service public de Quimper, vous avez vu qu'on travaille sur un plan de manière assez pragmatique. Enfin, dans le process, il n'y a pas forcément de forme préétablie. Et en parallèle, c'est vrai qu'il y a cette recherche de matérialité qui se fait et qui passe aussi, parfois, pas toujours, mais par une recherche au niveau de la technicité, puisqu'il y a des matières qu'on maîtrise un peu mieux que d'autres. C'est vrai qu'une bardage en bois, comme à Quimper ou à Champy, c'est pas forcément très complexe, mais des écailles de châtaignier, comme à l'écomusée ou ici une enveloppe en chaume, ça demande un peu plus de de recherche ou d'apprentissage avec un artisan. Et c'est vrai que dès la phase concours, Anne-Flore a expliqué cette forme-là qui se dodeline un peu dans le site. On a travaillé avec Guillaume Sevin, donc le paysagiste, de manière à ce que le projet s'inscrive dans les 8 hectares et demi du site, de manière à conserver des éléments assez prenants dans ce site. Donc le chêne éclaté comme on l'a vu, les haies de saule plessées, le chemin de l'ancien manoir. Donc voilà, le plan en fait est vraiment issu de ce process un peu de repérage d'éléments paysagers préexistants qu'on voulait conserver.
Et donc, en parallèle de ça, s'agissant d'un projet sur la biodiversité, c'était pour nous important de se poser cette question-là, un peu ce qu'on avait fait sur l'écomusée. Hein. Qu'est-ce que ce milieu quel est ce territoire, quelle est l'identité de ce programme qui est un centre de recherche sur la biodiversité, qui était d'ailleurs, ironie de l'histoire, un concours gagné avec les fonds d'indemnisation du procès de l'Erika, donc par la région, donc qui a lancé en fait une série de concours. Région Pays de Loire donc lancé une série de concours avec ces fonds liés au procès remporté sur l'Erika. Donc voilà, de manière un peu ambiguë, qu'est-ce que la biodiversité dans ce site ? Et c'est vrai que Anne-Fleur a bien montré les références d'Éthiopie et puis les références plus vernaculaires de Vendée nous posaient la question donc de cette identité de la biodiversité et de cette façon dont on pouvait créer une forme presque organique, un peu primitive, et donc vernaculaire, à l'instar de peut-être ce qu'on avait pu faire sur l'écomusée. Et on est allé voir, dès la phase concours, un chaumier en Brière, donc Patrick Le Goff, dont on voit ici sa maison, et puis son atelier et les prototypes qu'il a pu mettre en place, notamment sur le chaume en façade, puisque effectivement ce qui nous intéressait c'était non seulement de faire du chaume en toiture, mais c'est de le redescendre en façade pour avoir vraiment une interprétation contemporaine de la technique. Et c'est vrai qu'on est allé le voir assez tôt dès le concours, voir ce qu'on pouvait faire, et il nous a suivis ensuite, une fois qu'on a gagné le concours, tout au long de cette histoire, cette étude, de manière à ce qu'on puisse mettre en œuvre vraiment le projet dans sa technicité un peu complexe, puisqu'il est lui-même allé se former pour le coup aux Pays-Bas, puisqu'il y a assez peu de pays qui mettent en œuvre le chaume en toiture et façade. Et donc ce travail avec Patrick Le Goff a consisté vraiment à mettre au point ce détail. Alors je vais revenir dessus, parce que malgré tout il est important. Donc on est en ossature, charpente et plancher bois complet. Donc l'idée était aussi de minimiser le béton et les fondations béton pour conserver la biodiversité au sol. Et donc ces pilotis là que vous voyez, qui sont aussi une espèce de remake de l'écomusée avec ces troncs de châtaignier là qui viennent se positionner sous le bâtiment de manière à le soulever comme une sorte de petit animal. Et donc le chaume en façade, dont l'épaisseur varie de 25 cm en façade à 30-35 en toiture, et avec un détail un peu particulier qui va faire un peu la force formelle du projet, qui est ce raccord entre façade et toiture, hein, puisqu'il faut que l'eau coule bien du brin de roseau, et donc fasse goutte d'eau, hein, c'est le cas de le dire, en dehors de la façade. Et c'est vrai que ce dessin un peu particulier va être un peu le moteur du chantier avec donc Patrick Le Goff pendant les 9 mois de son intervention sur le site. Donc je reviens sur effectivement sur cette forme un petit peu animale là, qui effectivement souhaitait ne pas concurrencer la maison, et puis plutôt l'embrasser comme une sorte d'animal avec ses petites pattes qui viennent chercher le site. Les travaux avec donc Patrick Le Goff, et donc la façon dont il va finalement encore une fois, c'est presque un travail de couturier, mais finalement les bottes de roseau qui sont au nombre de 35 000, si mes souvenirs sont bons, vont venir vraiment habiller le projet comme une enveloppe, comme une robe. Donc il n'y a pas de taille de roseau, hein, c'est vraiment de l'application avec tige filetée et tige serreur qu'on voit ici, en toiture et en façade. Alors c'est une technique dite hollandaise que Patrick Le Goff est allé chercher sur place. Et le chaume est battu avec cette espèce de petit battoir là qu'on voit à la main, et donc n'est pas taillé. Et c'est vrai que c'est important aussi
ce travail qu'on a pu faire depuis pas mal de temps avec les artisans sur les chantiers. J'ai cité Cruard tout à l'heure sur la charpente. C'est aussi Cruard d'ailleurs qui a fait la charpente sur l'entreprise Cruard, donc charpente de Mayenne, qui a fait la charpente plancher de Beautour. Et c'est vrai que voilà, le GOF sur ce projet a mis l'ensemble de son équipe et toute sa boîte pendant 9 mois. Ça n'a pas été facile forcément pour eux tout le temps. Et voilà, il y a un résultat quand même qui est plus que satisfaisant, dans le sens où on a vraiment finalement un travail sur le chantier qui est presque aussi intéressant, sinon plus qu'en études. Et c'est vrai que voilà, il y a cette dimension et d'aspect vernaculaire qu'on va trouver dans les photos de la réalisation, qui sont intéressantes, et en même temps qui est une sorte de réinterprétation de façon contemporaine d'une technique traditionnelle. Donc on va faire par les photos le tour du bâtiment, qui se développe donc sur une extension sur une centaine de mètres, posée sur pilotis de châtaignier, qui se soulève petit à petit. Au début, on est au niveau de l'accueil, on récupère le niveau 0 du plancher de l'existant, et puis petit à petit on va monter pour aller chercher en fait des vues sur le paysage et sur un étang assez protégé dans lequel on ne peut pas aller au niveau des parcours, et qu'on souhaitait donc voir depuis les dernières salles ici. Alors c'est vrai qu'il y a plein de réminiscences dans ce projet. Voilà, on nous a beaucoup dit, vous êtes allé en Afrique, vous êtes allé en Asie. Alors on n'est pas forcément allé partout. Mais c'est vrai que voilà, il y a des chaumières en Vendée, Anne-Fleur l'a montré, dans le pays de Noirmoutier notamment. Les bourrines vendéennes sont issues des marais vendéens. Donc voilà, c'était aussi une façon de retrouver cette narration culturelle d'un point de vue local, et de la réinterpréter de manière contemporaine, même si ça peut donner une image très archaïque, encore une fois, ou vernaculaire. Alors après, il y a un travail aussi sur les jardins, comme l'a dit Anne-Fleur, avec Guillaume Sevin, pour faire que le parcours soit complet, et que ce ne soit pas que les expositions qui parlent de biodiversité, mais que voilà, la biodiversité, on aille la chercher aussi sur place. On voit sur cette photo justement le détail là, de déhanchement et de raccord entre façade et toiture, qui est un truc qui est effectivement pas forcément très dessinable. C'est vrai que quand on est archi, on était nous-mêmes surpris, j'allais dire, du résultat, puisque vous avez vu les éléments graphiques et on n'a pas forcément cette qualité-là, ou justement cette non-qualité-là. Voir ce côté, entre guillemets, architecture sans architecte de Rudowski, qu'on peut aussi trouver là comme une forme d'amateurisme qui nous intéresse. Alors ensuite, il y a la liaison avec le manoir, qu'on a donc travaillé de manière très patrimoniale, reprise des pierres, enduit à chaud, menuiserie alu qui reprennent les encadrements existants, et puis reprise des toitures et cheminées. On aurait voulu travailler plus sur des conservations de l'existant à l'intérieur du manoir, mais il était dans un tel état qu'on a pu conserver seulement que certains sols intérieurs, dont on va voir une photo un peu plus loin. Alors le projet, il y a différents éléments, une serre pédagogique notamment qui actuellement, qui a mis du temps à fonctionner, qui abrite aujourd'hui certaines expériences, notamment pour des classes vertes qui viennent sur Beautour. On va petit à petit s'approcher de l'entrée, et la façon dont l'extension d'environ 1400 m² va englober ce manoir. Voilà, qui est repris dans sa texture initiale, et qui se confronte assez bien avec cette extension organique, qui est assez troublante d'ailleurs dans son aspect visuel, puisqu'on ne sait pas si c'est
si c'est de la terre, si c'est une espèce de, ça pourrait presque ressembler à une espèce de paillasson. Voilà, enfin il y a un côté assez sensuel qui est intéressant dans le résultat. Et donc cette demeure là de 600 mètres carrés, hein, dans lesquels Georges Durand abritait ses collections, voilà, semble bien s'accommoder de l'extension. Donc l'accueil est traité de manière assez simple, traversant nord-sud. Alors on n'a pas forcément parlé du plan également, qui est un plan en enfilade, donc expo, salle pédagogique, salle cafétéria, conférence côté sud qui ouvre sur le paysage, et puis circulation au nord. Donc voilà, c'est une manière assez manière simplement bioclimatique de faire les choses. Ces volumes cathédrales qui sont essentiellement issus de l'épaisseur du bâtiment et puis des pentes demandées pour le chaume. Hein, donc ce qui fait qu'on se retrouve dans des volumes assez grands, mais en même temps assez majestueux, et où on a pu laisser la charpente apparente. Les salles de classe, justement, certaines salles qui ressemblent à des salles de... Enfin, si toutes les salles de Sciences Nat pouvaient être comme ça, mais voilà, qui sont des salles d'expérience pour les classes de la région. Et puis des salles de bio également, où on a travaillé toujours sur une idée de charpente apparente et puis d'ossature comme ça qui laisse apparaître notamment tout ce qui est système de chauffage et d'éclairage. Les salles d'expo, donc comme l'a dit Anne-Flore, l'expo permanente et temporaire a été travaillée avec Bloc Architecte et puis Warm Grey et Stéphanie Vincent pour les contenus littéraires. Et donc dans cette salle, voilà, Bloc a travaillé sur un cadrage sur le paysage et sur la façon dont on pouvait raconter la biodiversité dans la région Pays de la Loire, avec ce mobilier un peu rustique qui était en écho avec le bâtiment. Bon, la salle la plus spectaculaire étant celle des collections permanentes, puisque Georges Durand avait rassemblé des milliers et des milliers d'oiseaux, papillons, insectes, et que donc dans l'expo, Bloc ont rassemblé comme une sorte de grande table un peu fouillis, sur lesquelles viennent se superposer plein d'oiseaux qu'on peut expérimenter, qu'on peut regarder, avec lesquels on peut jouer de manière assez ludique, notamment pour les enfants. Alors sur la maison, c'est vrai qu'on aurait souhaité conserver le parquet, les charpentes, etc. C'était très compliqué en chantier, notamment parce qu'on a eu beaucoup de surprises. On a réussi à sauver le carreau-ciment qui était dans le grand hall de cette maison, qu'on a fait déposer, nettoyer. Il y a eu une chape isolante en dessous, et puis qu'on a reposé de manière aléatoire avec une hybride de carreau-ciment gris qui venait comme ça pixeliser l'existant, et ce qui nous permettait de brouiller les cartes entre ce qui avait été et ce qui était de nouveau. Donc cette maison, traitée de manière assez entre guillemets normale, ou en tout cas patrimoniale. On a pu garder un peu de charpente sur une proportion de tiers, et puis ces fenêtres en ogive là qu'on trouvait assez intéressantes, qui permettaient de cadrer le paysage, et ici là, un morceau de toiture de l'extension. Et on va se terminer sur ce petit détail que vous retrouviez en affiche de la conférence. Voilà. On vous remercie.